Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne surtout pas manquer si vous êtes un amoureux de sport local. Aujourd'hui, il y aura comme toujours des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur pour m'accompagner. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau et ils sont en pleine forme comme toujours. Présentation en musique. On commence à ma droite, musique. C'est un véritable guerrier, un guerrier très élégant, un mélange entre Georges Clooney et Russell Crowe. On a l'habitude de le voir déambuler dans les rues de Versailles avec sa peau de bête quand les températures se rafraîchissent. Notre gladiateur Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous. Forme et bonheur, salut Mickaël, salut à tous. Comment allez-vous? Fort bien, j'ai laissé la peau de bête dehors. Oui, les températures se rafraîchissent. Elles se rafraîchissent, donc là je l'utilise à plein, mais elles sont un petit peu le poney là, donc il faut que je la laisse dehors. D'accord, ok. Bon. Mais chaud dedans et froid dehors, voilà, donc c'est très bien. Très bien, on est très heureux en tout cas de vous avoir sur cette émission à nouveau. On continue à gauche, musique, vous reconnaissez sa musique, c'est un Italien. Un vrai, il nous vient tout droit du petit mais magnifique village de Diamante dans le sud de l'Italie. Il mange italien, il vit italien, il regarde des émissions italiennes, mais il est aussi très fort sur l'actualité des Yvelines. Notre Italian lover, Grégory Calanet, est avec nous pendant 1 heure. Bonsoir Mickaël, bonsoir Pierrot, bonsoir à tous. Vous vivez italien? Je vis italien et d'ailleurs le sport italien m'a donné quelques belles heures dernièrement puisque l'Italie a gagné la Coupe Davis, Bagnaia, nouveau champion du monde de MotoGP et grand soulagement puisque l'Italie sera bien à l'Euro 2024 de football même si elle est dans un groupe très difficile. Oui, justement, vous pouvez nous préciser le groupe peut-être? Espagne, Croatie et Albanie. A priori, l'Albanie c'est l'adversaire le plus à la portée des Italiens. On va retenir que dans cet Euro, il y a aussi potentiellement les trois meilleurs, les troisièmes meilleurs classés, voilà, qui pourront aller accéder en huitième de finale. Donc pourquoi pas pour l'Italie en tant que meilleur troisième. On croise les doigts pour l'Italie, on espère un match Italie-France peut-être en finale de l'Euro. Pourquoi pas. On repasse de l'autre côté à musique. Il est aujourd'hui un titulaire indiscutable. Lui aussi aime sortir la peau de bête quand les températures commencent tout doucement à se rafraîchir en décembre. Très professionnel, il donnera, j'en suis sûr, le meilleur de lui-même. Philippe Volac, responsable sponsoring chez Orange en Ile-de-France, est avec nous pendant 1 heure. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous Philippe? Très bien. Je me suis ressourcé un week-end prolongé en Bretagne, là, donc ça m'a fait du bien. Il faisait aussi froid qu'ici, mais voilà. Mais vous partagez la peau de bête avec Pierre peut-être? C'est ça. On l'a partagé, je lui ai rendu, on a recousu. Et puis... c'est pas... on n'est pas le même. On termine de l'autre côté. Musique. Mesdames et messieurs, nous avons une légende sur ce plateau, une légende vivante, le type de personnalité que l'on croise seulement 1 à 2 fois dans sa vie. Ses analyses sont toujours précises, ses punchlines traversent les écrans de télévision. Jean Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous pendant 1 heure. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Salut. Comment allez-vous? Super forme. On est content de vous avoir sur ce plateau parce que vous n'étiez pas là la dernière fois. Non, j'ai eu une petite impasse, ça fait vite fait, mais ça y est. Vous êtes en pleine forme. Pleine forme. Pleine forme. Après attaquer tout bien on verra préparé ça dans comme cette émission. Bosser les sujets. Tout. Voilà. Ouais, vous avez travaillé les sujets. À fond. Alors avant de passer au programme de l'émission, on va parler football et de la Coupe du Monde U17 qui s'est terminée par une défaite de l'équipe de France au tir au but contre l'Allemagne alors que le score était de 2-2. 3 joueurs originaires des Yvelines faisaient partie de ce groupe France. Il s'agit de Tidiam Gomis, Johan Tinkress et Yoram Zagué. Les 2 premiers ont pris part à cette finale. Tidiam Gomis était titulaire et Johan Tinkress est entré à la 90e minute. Tidiam, l'ancien pensionnaire de Bois-Fleflin, a fait une passe décisive, mais il a raté un tir au but. Une belle compétition quand même pour nos 3 Yvelinois. La question sur cette thématique, l'avenir s'annonce-t-il radieux pour ces pépites yvelinoises? Oui ou non? Vous votez. Partagé, ouais. Partagé. Ah, vous êtes tous partagés. Ah ouais. Alors pourquoi, Grégory? Parce que briller dans une compétition de jeunes U17 n'est malheureusement pas gage de réussite. Il y a un gap qui est énorme entre le football pour les jeunes et le football professionnel. Alors, il y en a qui ont déjà signé des contrats professionnels. C'est le cas de Yoram Zagué et de Tidiam Gomis qui évolue en Ligue 2, qui est peut-être le plus expérimenté des trois, puisque lui a des matchs vraiment professionnels à son actif. Mais on a vu par le passé des jeunes qui ont brillé avec l'équipe de France de jeunes. Je pense à un Anthony Le Tallec, par exemple,
exemple, qui a une belle carrière de footeux, on va dire, en Ligue 1, mais il n'a pas non plus, on va dire, il n'a pas répondu aux attentes qu'on lui prêtait. Donc, briller en jeune n'est pas forcément gage de réussite. Par contre, oui, c'est-à-dire que les voyants sont au vert, parce qu'ils sont allés jusqu'en finale de cette Coupe du Monde, ils débutent bien leur carrière, ils sont mis en lumière aussi pour des clubs professionnels, devant des clubs professionnels. Donc, on va dire que les voyants sont au vert, mais ce n'est pas quand même gage de réussite. Il leur reste encore un gros chemin à accomplir. Oui, je précise qu'il y a 22 ans, les Français avaient remporté ce titre. Il y avait Anthony Le Tallec, Florent Sinama Pongol ou encore Mourad Megni qui faisait partie de cette équipe de France championne du monde. Pierre Chevalier, vous étiez partagé. Oui, partagé parce que c'est très difficile sur une campagne comme celle-là, même s'il y a plusieurs matchs pour les voir œuvrer et sur la finale aussi de leur accorder du temps de jeu et voir en gros effectivement s'ils sont bien en pleine bourre et en pleine possession de leurs moyens en équipe de France. Je les ai pas vus jouer en club et donc l'avenir nous le dira. Là, c'est juste un petit peu tôt pour pouvoir dire que la trajectoire est toute tracée. Ce qu'il faut noter, c'est quand même en U17, malgré tout, ils sont en équipe de France, donc en sélection, c'est déjà un signe très encourageant pour le talent de ces trois pépites yvelinoises. Philippe Volac. Ouais, en fin de compte, c'est 2 finales qui perdent dans une année. Hein. Déjà contre l'Allemagne au mois de juin à l'Euro, au penalty aussi, au tir au but aussi. Oui, on a l'habitude de perdre au tir au but en général en France. Ça fait, voilà. Bon, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans les moins de 17, enfin, il manquait quand même deux joueurs déjà du PSG, Ethan Mbappé, un autre aussi. Il manquait aussi Zahir Emery aussi, qui aurait pu être là aussi. S'ils avaient un autre joueur, s'ils avaient été là, ça aurait haussé le niveau aussi et ils auraient pu battre l'Allemagne. Mais bon, c'est dommage quand même de perdre 2 fois contre l'Allemagne. L'Allemagne, je crois que c'est la première fois qu'une équipe dans la même année est championne d'Europe, championne du monde. Et bon, ça s'est pas joué à grand chose. Ils ont raté leur première mi-temps et ils sont revenus, mais bien trop tard. Et puis au penalty, ils avaient la main de gagner au penalty. Ils ont eu l'occasion et voilà. Donc, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Voilà. Ça rappelle des souvenirs. Qu'est-ce En que vous en 82. pensez ? C'est la fête du bal qu'on paie l'orchestre. Alors moi, ce que j'en pense, c'est très bien. Ce sont des joueurs prometteurs. Ils sont en équipe de France U17. C'est très très bien. Maintenant, parler de pépites. Si c'était vraiment des pépites, il y en aurait au moins un qui évoluerait, même à 17 ans, en Ligue 1. Après, il y a Johan Kincres qui joue à l'AS Monaco. Pour l'instant, il n'a pas joué avec les. Il n'a pas joué encore en Ligue 1. En Ligue 1, mais il est dans l'équipe de l'AS Monaco quand même. Il n'a pas joué. Voilà, il n'a pas joué parce que pour moi, Regarde, 17 ans. À Milan, l'Italien de 15 ans là qui est rentré au Milan AC. Là. Voilà, parce que une pépite, si on veut parler d'une pépite, même à 17 ans, c'est très jeune. Mais si c'est une pépite, ce serait déjà un joueur qui évoluerait en Ligue 1. Donc pour moi, on peut pas appeler ça des pépites, on peut appeler des joueurs prometteurs, mais il y a tellement de joueurs qui passent en équipe nationale, des jeunes, et qui malheureusement ne font pas carrière professionnelle à haut niveau dans le football, que c'est encore un petit peu prématuré de dire que ça va être des grands joueurs. Oui, donc pour vous, c'est pas forcément gage de réussite de réussir une compétition comme celle-là. Non, c'est bien parti, c'est bien, parce que par exemple, Johan Kincres a marqué quand même lors de cette Coupe du Monde. Il a marqué 3 buts. Non, mais c'est bien. Dans leur compétition, moins de U17, au niveau mondial, ils arrivent à performer. Maintenant, le chemin est encore long. Et encore une fois, même si 17 ans c'est jeune, il y a des joueurs qui jouent déjà à très haut niveau à cet âge-là. Et là, on peut parler de pépites. Pour l'instant, ce sont pour moi des joueurs qui sont prometteurs, très prometteurs, on va dire. Celui qui est peut-être assez prometteur, c'est Yoram Zagué, qui est un défenseur latéral. Il joue au PSG en U19. Il a déjà inscrit 5 buts et délivré 11 passes décisives l'année dernière en 2022-2023. C'est un joueur peut-être qui aura sa chance dans les prochaines années au PSG parce qu'il a signé déjà son contrat professionnel, mais il ne joue pas encore. Voilà, il ne joue pas encore avec le PSG au niveau professionnel. Voilà. Oui, enfin, je pense que pour intégrer des jeunes dans l'équipe du PSG, l'année dernière ils l'ont fait, mais cette année c'est un peu plus difficile. Ils ont eu des retours de bâton avec Bichachu et il n'a pas réussi, il est parti. Ce qu'il y a, faut les garder. Voilà, c'est ça. C'est le plus difficile, c'est ça, parce que s'ils jouent pas, ils partiront dans d'autres clubs à l'étranger. Bon, c'est dommage. Bon, on a besoin. Je pense que si en arrière latéral au PSG,
Ils en ont besoin. Ils sont pas fournis avec les blessés en plus qu'il y a. Ils sont pas fournis. C'est un gage de confiance pour un club, pour Zaguier, d'avoir un club comme le PSG qui lui offre un contrat pro dès ses 17 ans. Après, voilà, reste à avoir des matchs, accumuler du temps de jeu en Ligue 1. Et ce genre de compétition a pu peut-être lui permettre, il a, je crois, adressé un très beau centre qui a permis l'ouverture du score, le seul but en quart de finale face à l'Ouzbékistan. Ça peut lui permettre de se mettre en lumière. Alors, le PSG va-t-il va-t-il lui donner du temps de jeu, ou est-ce qu'il va servir de monnaie d'échange peut-être dans de futurs transferts? On le saura par la suite. Il faut qu'il arrive à performer en Lions League aussi, ça c'est important, je pense aussi. Sur les 3 Yvinois qui sont présents, si vous deviez mettre une petite pièce peut-être sur 1, 2 ou 3 joueurs qui seront en équipe de France peut-être plus tard chez les grands. Moi je dis l'arrière latéral. Zaguier, vu le poste, plutôt en défense. Plutôt en défense. Vous aussi, Jean. Grégory? Je mettrais plutôt une pièce sur lui. Je suis très mauvais en pronostic. Après, si on regarde au vu des performances, il y a quand même Gomis. Tidiam Gomis qui a déjà des matchs en Ligue 2, donc il a déjà un peu plus d'expérience que ses autres compères, mais il est dans un secteur très très fermé qui est l'attaque, qui est très bouché. Voilà, il y a beaucoup malheureusement de profils qui arrivent et des profils très prometteurs et déjà très performants en équipe de France. En tout cas, on leur souhaite bon courage pour la suite de leur carrière. Nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de golf. Le prodige français Victor Dubuisson prend finalement sa retraite à 33 ans. On reviendra également sur les débuts de Victor Wembanyama en NBA. Le club de San Antonio est-il vraiment un bon club pour Victor Wembanyama? Mais avant de parler de ces thèmes, on va parler football. On va continuer à parler football. On va donc continuer à parler football et plus précisément du championnat de national. Le FC Versailles va mieux après un début de saison poussif. Les joueurs viennent d'enchaîner 2 grosses victoires, une contre Nîmes sur le score de 6-0 et une autre sur le score de 4-1 contre Épinal. C'est la première fois que Versailles enchaîne 2 victoires consécutives cette saison. Grâce à ses bonnes performances, le club est désormais 8e du championnat avec un match en moins. Une bonne période qui coïncide avec le départ de l'entraîneur Laurent Peyrelade et de l'arrivée sur le banc de Grégory Vignal. Est-ce qu'on s'est finalement trompé sur le FC Versailles? Oui ou non? C'est la question sur cette thématique. Partagez. Ah non pour vous, Pierre Chevalier. Allez-y. Non, je dirais non parce que c'est. Vous assumez vraiment votre idée. Voilà, j'assume. Tel un gladiateur. On verra à la fin. Comme dit Jeannot, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais on verra à la fin du championnat. Non, le fait d'aller au bout de la pensée en disant on s'est trompé sur quoi? Est-ce que c'est sur le début de saison? Est-ce que c'est sur le niveau global? On les a quand même pas mal critiqués dans les précédentes émissions. On a dit que sportivement, ils étaient moins forts que l'année précédente. Ça, je crois que c'est toujours valable. Même s'il y a eu cet électrochoc du départ de Peyrelade, un changement d'entraîneur et c'est une fois sur 2 en fait dans les équipes de sport collectif que ce choc psychologique est positif. Et bon, là ça tombe, ouais. Moi je dirais une fois sur 2, mais donc là ça tombe bien. Ils enchaînent les victoires. Premier petit bémol, les deux grosses victoires que vous avez rappelées sont contre 2 équipes du bas de classement, du bas de classement. Donc certes, faut les mettre là, les 6-0, le premier set, faut le mettre, et les 4-1 aussi. Mais ce sont des équipes qui vont lutter pour ne pas descendre. Derrière, il y a un match reporté contre Orléans qui aurait été un bon test dans le milieu de tableau. Il a été reporté parce qu'il y avait des bouts de verre sur la pelouse. Voilà, donc toujours ces problèmes de terrain, ça s'est toujours posé. Donc pour l'instant, je dis, on s'est pas trompé là-dessus aussi. C'est un manque le stade à domicile, le vrai stade domicile de Versailles. Et puis et là, une 8e position avec certains matchs en retard. Une victoire pourrait leur faire recoller au 5e, je crois, au 5e qui est Rouen. Voilà, on regarde le classement qui s'affiche. Donc, pour l'instant, ventre mou, on s'est pas trop trompé sur le fait de dire que le niveau sportif est moins fort que l'année dernière. Le vestiaire semble aller mieux. Et le groupe semble aller mieux. Il va y avoir un test le 18 décembre contre le Red Star. Et ça, là, on saura, donc à Versailles. À domicile. À Versailles, à Paris Jean-Bouin contre le Red Star. Et là, on saura vraiment si on s'est, alors, pas forcément trompé, on s'était dit que c'était moins fort, mais on s'était dit qu'il serait quand même au rendez-vous. Sans doute pas de la montée cette saison. Pour ça, ils n'ont pas le choix dans la date. C'est enchaîner les matchs et les victoires qui donneront le tout. Donc,
je pense qu'on, pour l'instant, on s'est pas trompé et on demande à voir. Il y a des effets positifs et des bons résultats. Gros test qui arrive le 18. Aussi. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas quand même ce choc psychologique, comme l'a rappelé Pierre Chevalier? Alors oui, je suis entièrement d'accord avec ce que Pierre vient de dire. Effectivement, une fois sur deux, on parle de choc psychologique. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'il l'a bien souligné, il l'a bien rappelé. Les 2 victoires, qui ne sont pas quand même à bouder, hein, ce sont 2 victoires et 2 belles victoires, mais ce sont face à des clubs qui sont en bas du tableau. Donc, je pense que on peut pas dire, il y a eu 2 victoires parce qu'il y a eu un choc psychologique. Non, on peut pas. Il va falloir voir la prochaine confrontation avec un club du même classement. La prochaine rencontre, c'est contre le Red Star, voilà, les premiers du classement. Et là, ils vont savoir vraiment s'il y a eu un choc psychologique. Ouais. Là, on va vraiment déterminer et se rendre compte. Mais pour l'instant, je pense pas qu'on puisse parler qu'il y ait eu un choc psychologique par rapport aux résultats qui viennent d'aligner. On peut pas dire ça. C'est trop précoce pour vous. Oui, c'est trop près. Et puis, le sportif ne reflète pas, le résultat sportif ne reflète pas systématiquement l'état d'esprit du vestiaire. Là, pour l'instant, hein, avec 2 victoires contre des équipes, encore une fois, qui étaient en bas du tableau. Donc, on va voir quand il va falloir faire preuve de solidarité sur le terrain pour accrocher des grosses équipes en haut du tableau ou des équipes avec lesquelles ils vont se battre pour accrocher la première partie du tableau. Là, on va voir s'il y a vraiment l'état d'esprit est là, si effectivement il y a eu ce choc psychologique et si c'est bénéfique et positif. Mais pour l'instant, pour moi, c'est trop prématuré. Et vous y croyez quand même à ce choc quand même avec un coach qui part, alors moi je suis entraîneur, l'adjoint qui reprend en main l'équipe. Moi je suis entraîneur. L'entraîneur c'est le fusible. On le sait dans tous les sports, c'est comme ça. De plus en plus. C'est plus facile. Puis c'est la mode de plus en plus. Mais c'est plus facile de se séparer d'un entraîneur que de se séparer de quelques joueurs. Donc c'est le fusible, c'est la facilité. Maintenant, y croire. Moi, comme disait Pierre, c'est 1 fois sur 2. Moi, je dirais plutôt que c'est 1 fois sur 5, hein, parce que à part si vraiment l'entraîneur c'est si c'est hein, bon, mais sinon on va rester poli parce que sinon après je vais prendre un carton. Et non, mais sinon voilà, si ça marche, c'est parce que le problème n'est pas spécialement celui de l'entraîneur, c'est rarement celui de l'entraîneur. Donc c'est pour ça que moi personnellement je n'y crois pas. Toujours. Grégory Canalé. Mais c'est trop précoce, ça je suis d'accord. Voilà, je suis partagé parce que de dire est-ce qu'on s'est trompé ou pas, là il y a eu 2 matchs. 2 très belles victoires aussi, il faut le souligner. Il y a eu une victoire 6-1. Alors, dans un match un peu particulier. 6-0, pardon. C'est 4-1, 6-0 et 4-1. Dans un match où il y a eu, je crois, 3 ou 4 expulsions. Oui, 2 expulsions assez précoces du côté de Nîmes. C'est ça. Nîmes, dans les 30 premières minutes, ils étaient réduits à 9. Donc, victoire 4-1 ensuite face à Épinal. Donc, on serait tenté de dire, oui, peut-être qu'on s'est trompé. Moi, je disais la dernière fois qu'on avait laissé trop peu de temps à Laurent Perlade. Moi, je vais quand même attendre de voir la suite de la saison, d'avoir effectivement des adversaires un peu plus relevés en face du FC Versailles. Après, ça confirme aussi quelque chose, c'est qu'on le disait aussi la dernière fois, dans le championnat national, 1 victoire ou 2 victoires, très vite, ça peut vous replacer dans la course. Alors peut-être pas pour la montée, mais en tout cas, ils sont pas si loin que ça. Il suffit qu'ils gagnent ce match en retard face à Orléans. Ils seraient à 4 points de la 2e place, synonyme de montée. De l'autre côté, bon, on sait qu'à partir de la 13e place, toutes les équipes descendent. Il y a 6 descentes dans ce championnat national vers le championnat national 2, donc tout va très vite. Alors, est-ce que le FC Versailles a fait le bon choix en se séparant de Laurent Perlade et en mettant Grégory Vignal, qui, rappelons-le, a quand même une expérience avec les groupes jeunes. Il a été responsable de la préformation à l'OM, il a entraîné les jeunes des Glasgow Rangers, lui qui a eu une carrière du côté... il a joué à Liverpool au Glasgow Rangers. C'est ça, il a joué en Première Ligue notamment. Donc peut-être que cette expérience, il va la mettre à profit. Maintenant, attendons de voir. Je pense qu'il est trop tôt encore pour dire si on s'est trompé ou pas sur le choix Vignal et le remplacement de Laurent Perlade. Philippe Volac. Moi, pareil, ils sont pas loin de la 2e place, ils sont pas loin non plus de derrière. Oui. Ce qui me fait plus peur, c'est plutôt ils jouent pas le week-end prochain, ils jouent après contre Red Star et après c'est la trêve. Et ça va faire quand même, ils vont reprendre que je crois vers le 15 janvier. Je me dis comment se prononcer, je sais pas le 15 janvier. Il y aura la Coupe de France. Il y aura peut-être la Coupe avant.
Oui, mais eux, ils y seront pas en Coupe de Non, ils y France. seront pas, non, Ils y sont pas en Coupe de France. Donc ils C'est vont pour ça peut-être qu'ils faire, commenceront ils un vont peu peut-être plus faire tard. le match parce qu'Orléans aussi est éliminé, je crois bien. Et ben ils vont peut-être faire le match en retard le premier dimanche le premier week-end de janvier. Mais je trouve que on parlait, il faut attendre. C'est vrai que comme tout le monde l'a dit, le Red Star, on va voir ce que ça va donner. Le Red Star, c'est bon, on peut dire que c'est à domicile ou pas à domicile. Le Red Star, c'est pareil. Hein. Mais il vaut mieux prendre le Red Star enfin chez eux enfin à Versailles à Jeanbrun que là-bas parce que ils ont quand même 8 points d'avance sur le deuxième. C'est quand même On a l'impression la grosse qu'il équipe. y a Hein. deux championnats. Il y a- Si bah, je il peux est dire, le tout Red seul, Star un est championnat largement tout seul. devant, et Voilà, c'est ça. ensuite c'est assez resserré derrière. Hein. Mais il faut faire attention. Versailles avait beaucoup aussi il y a quelques temps, il y a quelques saisons ou pas saison dernière, où ils avaient beaucoup d'avance aussi, et comme le Paris FC aussi à un moment, comme voilà. Mais non, moi je pense que faut encore attendre. Faut encore attendre pour voir. Allez, je me dis fin janvier. Il y a effectivement 2 championnats, je suis d'accord avec vous, Mickaël, sur le Red Star, je pense qu'il fera la course en tête et qui remportera sans grande surprise, sauf grande surprise, ce championnat national. Par contre, tout est ouvert derrière, et moi je dis, Versailles, pourquoi pas, on ne sait jamais, en enchaînant les bons La montée, résultats. c'est possible pour vous. Mais c'est toujours possible. Mathématiquement, tant que c'est pas impossible, on pourra pas dire que Versailles ne peut pas prétendre à cette montée. En fait, tout va très vite. Une victoire, ça vous replace très bien, comme une défaite, ça peut vous mettre très vite dans la zone rouge. Est-ce qu'on n'a pas été trop dur aussi avec Versailles, en sachant qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi, Jean, qui sont arrivés cette année? Nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, le temps que ça se mette en place, tout simplement. Ah oui, tout à fait. Non, tout à fait. Ça, on l'a dit plusieurs fois sur le plateau. Il faut le temps au temps, laisser le temps au temps, surtout aux entraîneurs. Là, en l'occurrence, ils l'ont pas gardé, l'entraîneur. Ils l'ont limogé assez rapidement. C'est compliqué parce que quelquefois, il faut même quelquefois une saison pour qu'un entraîneur puisse se mettre en place son jeu. Donc là, on peut pas dire qu'on a laissé le temps, que le club a laissé le temps à l'entraîneur de mettre en place quoi que ce soit. Donc là, on repart avec un nouvel entraîneur en pleine saison, et avec la première partie de la saison en plus. Donc là, effectivement, il va falloir laisser le temps et laisser cet entraîneur mettre en place son jeu. Maintenant, on peut pas dire aujourd'hui que ce sera bien, que ce sera bon ou mauvais. On ne le sait pas. Là, on est un petit peu dans l'inconnu. Donc là, c'est pour ça qu'on attend avec impatience les prochains matchs, voir un petit peu où ils en sont. Moi, je pense qu'on a été dur, c'est plus par rapport au terrain. Leur terrain, on a surtout été là par rapport à ça. Ils jouent pas chez eux, ils jouent à Jeanbrun. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de. Voilà, je pense qu'on a été plutôt dur par rapport à ça. Bon, on a été dur aussi quand il y a eu tous ces problèmes avec les entraîneurs, avec le staff et tout, mais bon, je pense qu'on a été sur les résultats. Mais ouais, non, je trouve qu'on n'a pas été sur le résultat très très dur. Moi, je trouve pas. On a été réaliste et puis exigeants en fait. Ouais. Exigeants, ils nous ont habitués. Ils nous ont fait rêver avec leur épopée en Coupe de France. C'était il y a maintenant déjà 2 saisons. Et, Ça va vite, on a l'impression que c'est loin. Hein. Exactement, et exigeant sur le niveau et sur la mise en place qui semblait quand même malgré tout, cohérente. Mais Jean l'a rappelé, pas de temps au temps. On laisse pas sa chance au produit, à l'entraîneur. Et j'ai l'impression que plus on monte de niveau en sport collectif, on parlait de valse des entraîneurs, plus la pression est forte sur l'entraîneur. Il y a une personne, le fusible, et qui saute assez rapidement dès que les résultats sont pas ce qui était escompté. Donc reste à savoir si les objectifs étaient clairement fixés en début de saison, s'il avait sa feuille de route et bon a priori il est aux yeux des propriétaires pas au rendez-vous. Mais c'est une grosse pression. On le voit en première division. Voilà, Le nombre plus tu montes de d'entraîneurs, niveau, qui ont été licenciés depuis le début de saison, là, c'est inimaginable. La stat est dingue, parce que c'est en Ligue 1, il y a que 2 entraîneurs qui sont là depuis plus d'1 an. Sur les clubs de Ligue 1. Ah ouais. Ça veut tout dire. Le fusible. Ah oui. Alors, bilan de Versailles en tout cas pour cette saison, 5 victoires, 5 nuls et 4 défaites pour l'instant. Le prochain match ce sera donc contre le Red Star le 18 décembre prochain. On va maintenant passer à votre envolée, Grégory, le moment le plus fort de cette émission, le moment incontournable de cette émission. Alors, de quoi allez-vous parler aujourd'hui? Alors, de cette grosse surprise survenue hier dans la journée de mardi, alors que nous étions en train de préparer cette émission. À seulement 33 ans, Victor Dubuisson met un terme à sa carrière de golfeur. Il l'a annoncé à nos confrères du journal L'Équipe. Le sportif range les clubs après 13 années passées sur le circuit professionnel. Nous l'avions croisé à plusieurs reprises au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, comme lors de l'édition 2017 de l'Open de France.
Vous lui demandiez, Mickaël, s'il était content de revenir sur le parcours saint-quentinois, ce qui avait donné à l'époque une séquence assez croustillante. Regardez. Ravi, ouais, c'est un très bel événement. Et, en plus, je suis avec mes amis qui m'ont soutenu. Ouais. Bagagiste à l'aéroport de Nice. Et ouais, qui sortent d'une belle soirée d'hier. J'ai encore la tenue. Au PMU à gauche et au Pure Albonne. Surtout n'hésitez pas. Appelez. On a interviewé pas mal de personnes. Ils vous considèrent comme peut-être l'un des favoris, du coup, dans le top 5 en tout cas à la fin. Comment vous sentez, vous êtes. Bon, non, on peut pas, c'est difficile à dire. Hein. Après le premier jour, surtout. C'est vraiment difficile à dire, c'est un parcours tellement difficile. Heureusement que le plateau Le Nôtre est là. Les balles de golf en chocolat, n'hésitez surtout pas. Ah, c'est le top du top. Gratiné à l'intérieur avec coulis caramel. ça vous fait un 19e trou d'anthologie. Bon, la nuit, semble-t-il, avait été courte pour lui, mais cette séquence témoigne bien de... Il était en plein tournoi. Il était en plein tournoi, ouais. C'était le deuxième jour de l'Open de France, mais cette séquence témoigne bien de ce qu'aimait le public chez lui, sa sympathie, une bonne humeur qui lui avait d'ailleurs valu le surnom de Cactus Boy par les Américains. Nous sommes en 2014 au championnat du monde de match-play à Marana, en Arizona. Victor Dubuisson fait face à l'Australien Jason Day en finale. Alors que les deux hommes sont à égalité, la balle du Français se retrouve coincée au beau milieu des cactus. Tout le monde pense que le coup est injouable, sauf lui. Le golfeur s'en sort magistralement. Il perdra ce match, certes, au 23e trou, mais sa légende est écrite. Rory McIlroy dira même à l'époque, peu importe qui a gagné, Victor Dubuisson est mon nouveau héros. Un héros qu'on aurait aimé voir plus haut, car il avait tout du prodige. Numéro 1 mondial amateur fin 2009, pendant 8 semaines, le golfeur a fait son entrée sur le circuit professionnel en 2010. Le sportif s'est hissé jusqu'au 15e rang mondial en 2014, soit le meilleur classement pour un Français dans l'histoire. Mais depuis, plus de gros coups d'éclat. Alors Dubuisson rimerait-il avec déception? Pas pour lui, en tout cas. Voici ses propos au journal L'Équipe. Beaucoup de personnes diront que j'aurais pu faire plus, que j'aurais pu être numéro 1 mondial, mais ma force, c'est de me satisfaire de ce que j'ai eu. Je m'en contente amplement, je ne vis pas dans le regret à ressasser tout le temps. Des beaux moments qu'il en a eu. En effet, Victor Dubuisson compte 2 titres sur le tour européen, de victoire lors du Turkish Open à Antalya en 2013 devant Tiger Woods, excusez du peu, puis en 2015 également. L'année 2014 est sans doute le sommet de sa carrière. Le Français fait partie de la Team Europe victorieuse de la Ryder Cup qui se dispute en Écosse. Il contribue largement au succès européen en marquant 2,5 points en 3 matchs. 2014, c'est aussi l'année de ses 2 meilleurs résultats en Grand Chelem, une 9e place au British Open et une 7e place lors de l'USPGA. Des moments formidables, lui-même le dit à l'équipe, mais il va pouvoir désormais profiter de sa vie, car sa carrière n'a pas toujours été facile. 15 années seul, recroquevillé sur lui-même, et j'avais de plus en plus de mal à supporter la vie sur le tour. C'est formidable, mais la solitude était devenue extrêmement pesante, en tout cas pour moi. J'ai l'impression d'avoir atteint mes limites et je sais que je peux trouver du plaisir ailleurs, j'en suis convaincu. Je tourne la page, mais la vie continue. Ça montre là toute la difficulté du sport individuel au quotidien, malgré le strass, les paillettes, les prize money. C'est une vie loin des siens et seul, souvent dans des hôtels, une pratique du sport de haut niveau assez frustrante où l'on prend du plaisir uniquement dans le résultat. Alors pour que le golf reste une passion pour Dubuisson, voilà, j'en perds mon latin, c'était pour moi la meilleure des décisions. Bon vent à toi Victor, profite de la vie, une vie de coaching désormais, et comme le dit très bien la Fédération française de golf sur son site internet, s'il réussit à transmettre à ses futurs élèves ne serait-ce qu'une infime fraction de son talent, club en main, le golf français a encore de beaux jours devant lui. Bravo Grégory Canelé. Bravo. Ouais, j'ai beaucoup bugué aujourd'hui. Déjà, petite réaction par rapport à la vidéo qu'on a vue de Victor Dubuisson à la sortie de son, je crois, 2e tour à l'Open de France. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Pierre, je veux dire. C'est Victor Dubuisson. Il y a 2 choses moi, qui m'ont marqué chez lui. C'est que, premièrement, c'est un diamant brut.
en termes de talent golfique. Dieu sait que le golf est un sport difficile, technique, mais lui, il avait cette aisance. Je parle déjà au passé. Il a cette aisance technique qui en fait un petit extraterrestre. Et effectivement, les pros dont vous avez rappelé les propos ne s'y sont pas trompés là-dessus. Étincelant en Ryder Cup aussi, avec les meilleurs, parmi les meilleurs, contre les meilleurs. Absolument exceptionnel. Et la deuxième chose, et c'est ce qui nous plaisait, je pense, au niveau amateur, c'est que c'est un homme comme tout le monde. C'est un golfeur sportif, certes de haut niveau, mais qui s'accordait tous les plaisirs et les bonheurs qui accompagnent une partie de golf ou qui accompagnent un tournoi. Et effectivement, là, ça a dû faire suite à une petite touchette avec les amis. Voilà, une légère touchette partie dans le décor, mais il était là le lendemain et il fallait pas lui demander comment et pourquoi, mais il était capable de shooter un 70, un -2 au national ou ailleurs. Alors qu'il avait été un petit peu sur des soirées olé olé, mais ça c'est je pense que ce que j'ai trouvé, ça fait partie de Victor Dubuisson et on va le regretter parce que c'est déjà c'est un sacré joueur de golf et c'est un golfeur qui rassure tout le monde. En gros, nous dans notre quotidien d'amateur. Avec les excès de la veille ou du lendemain, on est capable aussi de temps en temps de sortir un coup. Lui, il en sortait 70 jolis coups sur un parcours. Le seul petit bémol, c'est que c'était une individualité dure à gérer en collectif. Il finit d'ailleurs son interview dans l'équipe avec une dédicace à Pascal Grisot, donc qui est le président de la Fédération française de golf désormais, mais qui était le capitaine de l'équipe de France amateur avec Victor dans ses rangs. Ils se sont pognés tout ce qui pouvait parce que je pense que dans l'esprit de Pascal, c'est le haut niveau et les tournois, ça se prépare, ça se vit et puis il faut être organisé et programmé pour ça. Victor, il avait ses côtés, cette liberté aussi dans le jeu de golf, mais il a reconnu que les difficultés étaient de son fait à lui, Victor, et que la Fédé et Pascal Grisot notamment l'a toujours soutenu et poussé. Donc c'est un champion original et un grand champion qui tire sa révérence. Je pense qu'on le reverra quand même sur les parcours et ailleurs, mais une sacrée personnalité attachante. On sent que vous avez très envie de faire une partie de golf avec Victor Dubuisson. Ça, je serais extrêmement preneur, j'apprendrais beaucoup. Pour l'après ou pendant la partie de golf? Les deux, mon général, tant qu'à faire, c'est un ensemble. Tu pourrais l'embarquer après. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Retraite sportive à 33 ans dans le golf, c'est pas forcément courant? Ah non, c'est pas forcément courant parce qu'il l'a dit lui-même, hein, on peut considérer que c'est jeune, que c'est très jeune. Lui, il a pris le choix dans la date de son départ à la retraite. Bon, et on ne peut pas lui en vouloir. Et contrairement avec des grands sportifs du même sport qu'est Tiger Woods, qui lui a 48 ans, après un grave accident de voiture, remet ça. Voilà, on a un Victor Dubuisson qui était un grand champion aussi et qui lui s'arrête à 33 ans. Et voilà, ce que disait Pierre et ce que j'aimais bien, c'est qu'il était un petit peu différent du stéréotype du golfeur. C'était un gars qui, quand on sait que le golf demande de maîtrise, demande de concentration, et il l'avait, mais c'est là qu'on voyait que c'était un joueur doué, parce que justement, lui se permettait de sortir des sentiers battus, d'aller faire un petit écart en plein tournoi, mais ça fait partie de la légende. Ça fait partie du personnage, et c'est, je pense, ce qu'on va se regretter le plus, parce que on est quand même toujours dans un milieu qui est très posé, très codifié. Et là, lui, il sortait un petit peu de ses... Donc on va le regretter pour ces jeunes, mais c'est un choix, et c'est un choix réfléchi. Et je pense que ça touchait à sa vie privée. Et là, il l'a expliqué. Et je pense que c'est naturel parce qu'il s'y prend plus plaisir. Parce que c'est un garçon qui, en jouant, prenait énormément de plaisir. Donc, s'il prend plus de plaisir, forcément, ça va vite le gaver. Et je pense qu'en plus, vu le caractère qu'il a, c'est pas bon. Il arrête au bon moment. Est-ce qu'il sent que c'est fini? Après, derrière, on a eu quelques échos sur un peu l'état d'esprit de Victor Dubuisson par rapport au golf. Il n'aimait pas forcément le golf. C'est ça qui est assez étonnant. Il n'aimait pas forcément le golf à la base.
Parce qu'il était doué. C'est parce qu'il était doué. Qu'il était doué et que finalement il a continué dans cette voie, mais il n'aimait pas le golf en fait à la base. Et d'ailleurs, il associe le golf à une certaine forme de pression parce que quand il est passé professionnel, il raconte que dans le sud de la France, il vivait avec sa mère et sa sœur dans une chambre de bonne et il avait aussi toute cette pression sur lui et c'est quelque chose qui n'a pas forcément été positif. Alors après, ça a été positif sur la suite de sa carrière, mais ça a pu être aussi une forme de frustration. Il a pris du plaisir à la Ryder Cup, il a dit, mais au début de sa carrière, c'était plus du stress. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette retraite assez jeune? Quand Jeannot dit qu'il n'a pas le choix dans la date, moi je dis qu'il a choisi sa date, hein, de toute façon. Donc il avait plus sa carte dans pro. Il avait été retiré parce qu'il était 287e mondial, je crois bien, à la Dubaï Tour, je crois que c'est ça. Ouais. Après, ses plus belles heures finalement étaient il y a quasiment 10 ans, finalement, quand on regarde. Mais je pense que non, il arrête parce que voilà. Mais je pense qu'il veut devenir, il veut pas rester entraîneur. Au haut niveau et il veut être comme entraîneur au niveau amateur, mais je pense qu'il va trouver au niveau amateur. On va le retrouver sur les golfs du 78 et peut-être que Pierre, tu vas peut-être, on ne sait pas, tu vas peut-être prendre quelques. Il n'y a que deux personnes a priori qui ont compté dans sa carrière en tant qu'entraîneur. Roger Damiano qui l'a mis au golf, à Cannes. Et puis après, il est passé dans les mains du druide, de Benoît du Colombier, et qui est le seul qui a essayé et réussi pour partie à cadrer un peu la bête et puis à essayer d'orienter l'artiste qu'il est et justement de le faire performer en enchaînant les tournois. Mais je crois qu'au final, et ça c'est vrai pour avoir discuté avec pas mal de professionnels qui sont sur les différents niveaux des circuits européens et mondiaux, la solitude du champion de golf et de la championne de golf, parce que c'est pareil chez les filles, qui sont loin de leur famille quasiment toute l'année, parce que finalement aussi, selon les hémisphères, on joue quasiment toute l'année sur des grands tournois de golf, et ça finit par le ronger, parce que c'est un bonhomme profondément humain, profondément entier là-dessus, et il a besoin d'affection, il a besoin d'être entouré de ses très proches, il n'y en a pas beaucoup, et pour le coup, son choix est légitime. Après 33 ans, c'est beaucoup trop jeune, parce que le problème aussi, c'est qu'il n'a pas été remplacé. C'est-à-dire que nos champions français, on les cherche dans la durée. Et là, Victor, c'était quand même depuis les années 2010, c'était quand même une sacrée belle promesse. Il a été quand même jusqu'au plus haut niveau. Et pour l'instant, ça tarde un peu. On a Pérez qui est là et qui commence à durer. Rosner, il y avait Lévy, il y avait Antoine Rosner. Il y a toujours Antoine et Victor Pérez. Voilà, avec lui, c'est une de nos étoiles qui s'éteint un petit peu dans le monde du golf français et international. Ça sera le mot de la fin sur cette thématique. En tout cas, Pierre Chevalier, on l'a compris. Hein, vous êtes partant pour une partie de golf avec Victor Dubuisson. Alors après Victor Dubuisson, nous allons passer à un autre Victor Wembanyama, le prodige du basket originaire du Chénet-Rocancourt, affiche une très bonne feuille de statistiques depuis le début de la saison. En 18 matchs, il tourne à 19,3 points, 9,7 rebonds, 2,9 contre. Mais les Spurs ne brillent pas du tout depuis le début de la saison. Ils affichent un bilan de 3 victoires et 16 défaites depuis le début octobre. Ils sont sur une série même de 14 matchs sans victoire. Ils font partie des plus mauvaises équipes de la saison pour l'instant. Alors la question sur cette thématique, San Antonio est-il vraiment le bon club pour Victor Wembanyama? Oui ou non? Voilà, c'est que des... Oui pour vous, Jean, oui pour vous, Grégory Canalé, oui pour vous, Philippe Volac, et oui pour vous, Pierre Chevalier. Philippe Volac, pourquoi? De toute façon, il a été drafté. Déjà l'année dernière, San Antonio, c'était pas terrible déjà. On précise que ce n'est pas un choix de Victor Wembanyama. Non. Voilà, c'est la loterie aux États-Unis. Le premier choix prend le choix qu'il veut dans tous les basketteurs qui peuvent intégrer la ligue l'année suivante. Ouais. Non, il avait bien commencé, mais il a des stats qui sont peut-être derniers. Enfin, il reste sur 14 défaites consécutives, je crois, ou 16. 14, ouais, 14. Mais il a raté quelques matchs, mais il a pas. Lui, il a raté un match. Un match, mais je veux dire, je trouve qu'il a des bonnes stats. Hein, je veux dire, bon, il n'est pas rookie des 2 derniers mois, octobre et novembre. Ouais. Oui, parce que justement, ça a des conséquences, hein, d'ailleurs, sur Victor Wembanyama. Il n'est pas du coup rookie des mois d'octobre et novembre. Il a été devancé par Chet Holmgren, drafté en 2e position par Oklahoma City dans la conférence Ouest, une équipe qui a pour le coup
13 victoires et 6 défaites. Bah oui. Drafté l'année dernière. Drafté l'année dernière, Ouais, oui, par contre. ouais. Donc je pense que non, il n'y a pas photo par rapport à être rookie ou sur les 2 derniers mois. Hein. S'il est deuxième, c'est déjà pas mal. Mais je crois qu'il joue encore une grosse équipe cette nuit, je crois, à venir, je crois. Et il joue contre Minnesota. Ouais. Donc il y a quelques défaites qui sont pas passées loin, tu vois. Ils ont craqué dans le 4e quart-temps et bon, il fait ses classes, hein, il fait ses classes. Bon, faut pas qu'il se désespère. C'est ça la question. Est-ce que c'est le bon club finalement? Réponds à la question. Parce que c'est le bon club. Je dis Ça va faire 7. non. On va dire non. On va dire non, mais bon. T'as dit oui. Voilà. Mais il n'a pas le choix. Ouais, mais il n'a pas le choix. Pierre Chevalier. Voilà. Moi, je dirais oui, c'est le bon choix pour 2 raisons. La première, c'est que c'est le principe de la draft. C'est comme ça que c'est fait aux États-Unis. C'est-à-dire que le meilleur rookie possible, le meilleur jeune possible, est attribué à une équipe qui est moins bien classée la saison précédente. Et la deuxième raison, c'est pour Popovich. Au moins pour le coach, pour le Pops. Tony Parker l'avait suffisamment rappelé quand Wemby était appelé à rejoindre les Spurs. Il va le couver, il va le formater. Là, il y a pas forcément urgence ni justement, faut pas non plus perdre de temps. Je trouve que Victor Wembanyama est au rendez-vous en termes de stats perso. Il peut pas tout faire, ça c'est sûr que c'est le reste de l'effectif qui est peut-être un petit peu plus light par rapport aux autres franchises de la NBA. C'est une équipe très jeune. Hein. Voilà, hyper jeune, mais par contre, oui, lui il est au rendez-vous. Il a notamment très bien démarré avec plusieurs double-doubles et puis des stats qui sont très complètes. C'est ça qui me fascine aussi avec lui, c'est que on l'a suffisamment rappelé, c'est un joueur complet. Très grand, donc très à l'aise dans la raquette, mais qui est capable de shooter à longue distance, de dribbler et puis de courir assez vite malgré ses grands compas. Donc je pense qu'il est au rendez-vous, il a fait le bon choix. Il va pas forcément rester peut-être plein de saisons, mais en tout cas celle qu'il passe en ce moment, peut-être la suivante avec Popovich, ça sera du bon pour la suite. Grégory Canale. Ça a été rappelé par Pierre, chose importante, il n'a pas vraiment eu le choix puisque c'est plutôt le club qui drafte le joueur, qui choisit le joueur. Et effectivement, les Spurs, pourquoi ils ont eu ce choix numéro 1, c'est parce que l'année dernière, ils faisaient partie des 2 moins bonnes équipes, les 2 plus mauvaises équipes de la saison passée. Après, oui, on regarde l'histoire des Spurs, l'histoire avec un Français notamment, Tony Parker. Donc il arrive quand même dans un terrain assez favorable pour les jeunes Français. Et il y a Greg Popovich. On sait, Greg Popovich a une fibre pour travailler avec les jeunes joueurs. Alors oui, on peut être frustré du début de saison des Spurs. Maintenant, Victor Wembanyama, lui, individuellement, il a ses stats. Ça va peut-être... Je l'espère pas, mais le privé du titre de rookie de l'année, si les Spurs continuent sur cette série négative, voilà, 16 défaites, 14 d'affilée. Et ses stats individuelles sont intéressantes. Peut-être qu'il doit encore progresser sur certains points, son efficacité au tir notamment, peut-être perdre un peu moins de balles par match aussi. Il doit progresser là-dessus. Pour préciser, il prend souvent les tirs les plus importants de son équipe. Oui. Donc il a déjà un rôle prépondérant, c'est déjà le patron de cette équipe. Donc mauvais choix, en tout cas il n'a pas choisi d'aller aux Spurs, c'est plutôt les Spurs qui l'ont choisi. Moi je pense qu'il a les cartes en main, il est dans un bon environnement à mon avis, et on va voir, ça va être décisif, cet environnement peut être un peu négatif collectivement parce qu'il y a une série de défaites. Est-ce que ça va pas aussi l'aider à grandir plus vite dans cette NBA? C'est tout le mal que je lui souhaite en tout cas. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Tout a été dit là autour du plateau, si ce n'est que pour moi c'est un bon tremplin. On l'a déjà dit, il n'a pas eu le choix du club. Il ne faut pas confondre ses statistiques personnelles et la performance du groupe. Pierre l'a dit tout à l'heure. Lui, il a quand même des statistiques affolantes pour une première saison à NBA, mais il ne peut pas tout faire sur le terrain. Donc le collectif perd, mais lui, il grandit de match en match. Et je pense que pour moi, c'est un bon tremplin. Je pense aussi que s'il veut performer et atteindre un très haut niveau, il ne faudra pas qu'il reste dans un club comme celui-là, forcément. Après, il n'a pas forcément son mot à dire sur le choix du club. Après, on est bien d'accord. C'est le club qui décide à un moment de l'échanger contre d'autres joueurs de d'autres équipes. Oui, non, mais on est bien d'accord. Mais à un moment donné, tout est négociation. Donc,
À un moment donné, je pense que c'est quand même un garçon qui jusqu'à présent a montré énormément d'intelligence dans la gestion de sa carrière sportive. Et donc à ce titre-là, on lui fait confiance pour pouvoir grandir très rapidement au sein de la NBA. Mais on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit parce que il a quand même des belles statistiques personnelles. Et aujourd'hui, il est dans une équipe qui malheureusement ne performe pas. Donc là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais pour moi, être dans cette équipe-là, pour moi, c'est une bonne chose pour lui. Il y en a qui sont de l'autre côté, il y en a qui ne se sont pas trompés, c'est les Spurs en particulier, avec une véritable Wemba mania et des maillots qui se vendent à l'appel. Et, oui, au niveau marketing. On se rappelle de l'accueil qui a été fait à San Antonio. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y a que le basket. Il n'y a pas d'autres sports, contrairement à beaucoup d'autres villes aux États-Unis avec les sports qui font recette. Il n'y a que le basket, il n'y a que les Spurs. Et donc, c'était le Messi annoncé. Et là, à titre personnel, on l'a rappelé, il est au rendez-vous. Mais pas son équipe ne gagne pas. Mais son équipe et voilà, c'est peut-être un peu plus jeune, un petit peu plus faible autour. Moi, du moment qu'il est au rendez-vous des JO, moi c'est le principal. Justement, vous me faites une belle transition à Philippe Volac. On ne s'est pas communiqué avant le début de l'émission. On va maintenant parler des Jeux Olympiques 2024. Jeux Olympiques 2024, donc une information fait beaucoup parler depuis quelques jours. On connaît désormais les tarifs des transports en commun pendant la compétition. Pour financer une offre de transport supplémentaire, le forfait spécial JO coûtera cet été 16 € pour un jour ou 70 € la semaine. Le tarif sera dégressif en fonction du nombre de journées. Le simple ticket de transport coûtera 4 € contre 2,10 € actuellement. Il y a donc de nombreuses critiques et une remise en question de ces jeux annoncés comme populaires. Cela se rajoute au prix des billets pour les Jeux Olympiques qui ont fait beaucoup parler aussi ces derniers mois. La question sur cette thématique, cet événement, est-il vraiment populaire quand on voit tout ça? Non pour vous, Jean. Oui pour vous, Grégory. Non pour vous, Philippe Volac. Et non pour vous, Pierre Chevalier. Alors, on va faire un petit duel entre Grégory, qui est seul contre tous, voilà, je vais, face à Philippe Volac. Face à Philippe Volac. Allez-y, Grégory. Le premier argument, c'est de dire avant tout, des Jeux Olympiques sont forcément populaire. C'est en tout cas une grande fête qui arrive seulement tous les 4 ans. La dernière fois en France qu'il y a eu des Jeux d'été, même s'il y aura des Jeux d'hiver dans les Alpes, ça a été confirmé, c'était il y a 100 ans, en 1924, et c'est un événement que tout le monde attend avec impatience. Maintenant, il aura les arguments en compte. Moi, ce que je voulais dire sur le côté populaire, il y a quand même des choses qui sont mises en place par le comité d'organisation. Au-delà des places aussi, le prix des places, ça a fait polémique, mais il y aura des possibilités d'assister à ces JO de manière gratuite. Il y a la cérémonie d'ouverture, la jauge a été certes revue à la baisse, mais on parle quand même de 300 000 personnes qui sont sur les quais hauts, qui pourront assister à cet événement quand même, qui est une première, une cérémonie des JO en dehors d'un stade, avec un public qui pourra venir autour de cette scène, avec un spectacle qu'on nous promet grandiose. On imagine aussi des gens aux fenêtres. Qui pourront regarder la compétition. Bon, la sécurité, ça reste à éclaircir tous les points au niveau sécuritaire. Moi, je pense qu'aussi la partie populaire va se jouer sur l'héritage. On reproche souvent aux JO qui sont déroulés par le passé, à Rio, à Pékin, de laisser des structures complètement vides après les Jeux Olympiques, des structures qui ont été construites uniquement pour ces Jeux Olympiques et qui sont aujourd'hui à l'abandon. Il y a un vrai travail qui est fait sur l'héritage. On peut citer du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines la colline d'Elancourt qui n'était pas ouverte au public avant les JO et qui le sera après. Il y aura des pistes de VTT un peu comme au ski qui auront des couleurs selon le niveau de difficulté de ces pistes de VTT. Donc je pense qu'il y a quand même un travail qui a été fait par le comité d'organisation pour essayer de les rendre populaires. Après qu'il y ait des ratés, ça j'en conviens et je pense que Philippe va en parler. Mais en tout cas, je pense que le pari populaire est... L'idée populaire est là, selon moi. L'idée populaire est là, selon moi. Philippe Volac, qu'est-ce que vous répondez à Grégory? Moi, je pense que c'est le comité olympique qui le veut populaire, ce qui est tout à fait logique. Hein. C'est eux qui organisent, hein. Donc c'est tout à fait logique. Ouvert à tous, c'est leur aussi un slogan. Je suis pas très d'accord parce que déjà par rapport au prix, quand on sait que pour la cérémonie d'ouverture c'est 2700 € et que pour la natation, c'est un des exemples, c'est 1000 €. C'est quand même pas beaucoup de monde qui pourront le voir. Après,
je me dis, le souci aussi, c'est que dans Paris, quand on va vouloir aller voir des épreuves, il y aura un périmètre de sécurité qui sera énorme. On ne pourra pas y aller accéder comme on voudra. Je pense que dans le 78, on pourra accéder beaucoup plus facilement, je pense. Mais je pense que il y a une contradiction, je trouve, entre le COJOP et ce que pense la population. Déjà le prix. Ouais, je pense qu'il y a une contradiction. Et je trouve plus on va, plus, je sais pas, ça redescend. Alors que normalement, ça devrait monter en puissance. Et là, je trouve qu'il n'y a pas de... C'est plat. Non, c'est quand même plat. Mais c'est vrai, alors que ça devrait monter. Bon, il se va peut-être attendre tout début 2024, parce que c'est quand même dans ta tête, c'est JO 2024, on est encore qu'en 2023. Mais je pense qu'il y a une contradiction et on va voir. Et puis, il y a ça, mais il y a aussi tout ce qu'on parle de attentats, les risques de cybersécurité, voilà, ça, je pense que les cyberattaques, les gens, ils sont très, très méfiants et je pense que il y a quelques-uns qui ne vont pas vouloir y aller. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour vous, ce n'est pas du tout populaire. Alors populaire, on va dire populaire, oui, sportivement. Après, voilà, moi, sachant que Paris va être inaccessible en véhicule, puisque tout va être verrouillé pour la sécurité, pour le déplacement. Il y aura beaucoup de zones où on ne pourra pas accéder. Ah non, mais il y aura énormément de zones, pas beaucoup de zones. Paris intramuros, il ne faut pas y compter. À partir de mai-juin, vous pourrez plus circuler dans Paris. Donc ça, je vous le dis, moi. Donc déjà, quand on dit accessible à tous, quand on sait qu'on va avoir énormément de problèmes pour circuler, et qu'on met le prix des transports en commun, où on passe le ticket de métro à 4 €, et puis les tarifs qu'on vient d'annoncer à 70 € la semaine ou des choses comme ça, je ne peux pas appeler ça populaire et à la portée de tout le monde. Non, c'est pas possible. Et puis alors tout le monde se renvoie la balle. C'est les transports qui sont responsables et qui mettent en place les tarifs. C'est pas le comité olympique. Enfin, tout le monde, personne ne prend parce qu'au la niveau responsabilité. Des transports, il y aura plus de trains, du coup, ça augmente les prix. En gros, c'est ça la logique. Ouais, enfin, la logique, je sais pas. Franchement, on va pas rentrer parce qu'on va pas faire un débat sur les transports. Mais non. Quand on se veut populaire et à la portée de tout le monde, on ne fait pas ça. On ne fait pas des calculs d'apothicaire et surtout que personne ne prend la responsabilité officielle en disant « oui, c'est comme ça, c'est nous qui l'avons décidé », tout le monde se renvoie la balle. Ça, c'est un petit peu dommage et je rejoins ce que disait Philippe, c'est qu'on a l'impression que plutôt que d'avoir de l'engouement, on a l'impression que plus ça va, plus ça noircit un peu le tableau. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors espérons que dès janvier, on reprenne un petit peu d'étoiles dans les yeux et que la flamme soit ravivée à fond, parce que sinon, je ne sais pas comment ça va être. La flamme olympique, bien sûr. Attention, que la flamme olympique. Pierre Chevalier. Populaire, succès pour le peuple. Après, maintenant, Greg l'a rappelé, Jeux Olympiques égale populaire quasiment par définition. Oui, parce qu'il y aura quand même des animations, il y aura des choses autour des Jeux Olympiques. Il devrait y avoir pas mal d'animations d'animations gratuites. Reste à savoir quelles sont les cibles principales. Quand on voit ce qui va concerner la circulation, qu'a rappelé Jean, avec un pari bouclé, le prix global des transports, le prix global des billets, le prix de l'hébergement. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression aussi qu'on fait tout pour soit inciter les Parisiens à louer leurs appartements et leurs logements, et à partir de Paris. Donc là, par définition, c'est plus populaire, puisqu'on fait fuir une partie de la population. Ça s'adresse malgré tout au monde entier pour faire rayonner Paris, pour faire rayonner la France, et la capacité à organiser des grands événements. La récente Coupe du Monde de rugby l'a aussi prouvé, et puis les récents événements organisés par la France. Mais derrière, malgré l'héritage, il restera cet événement mondial qui n'est pas pour tous, pas pour toutes les bourses, pas pour toutes les familles ou toutes les catégories. Donc là, non, pour l'instant, ça ne semble pas être déjà un événement et un succès populaire. Pour l'instant, c'est partiel. Autour de cette table, je voulais juste dire par rapport au populaire, on dit populaire, donc c'est familial. Et quand on voit le prix pour y accéder, je me dis, si tu as une famille de 4, c'est une ruine. Hein. Mais il y avait des billets à 24 €. Oui, mais ils sont plus vite que les autres sports, forcément. Mais quel sport qui sont pas... Justement, qui a des places pour les JO là autour de cette table? Pierre Chevalier, vous allez voir quoi? Golf. Golf. Évidemment. Que golf? Évidemment. Oui. Que golf. Oui.
Philippe Volac. Pour l'instant, oui. Orange est sponsor. Donc vous, quelques places. Voilà. N'hésitez pas. Ça va, Philippe? Orange est sponsor. Voilà. Donc en fait, vous allez avoir des places ou pas vous? J'ai plus de sport que ça en fait. Et vous, Grégory? Pas encore, mais je désespère pas. Orange est sponsor aussi. Il y a la crête peut-être, non? Ça, on en reparlera. Oui, normalement, au niveau de TV70, on a 2 accréditations pour pouvoir aller voir les épreuves de CJO de 2024. Voilà, mais bon, il y a une nouvelle phase là d'achat de billets qui est ouverte, donc on n'espère pas de trouver des billets. Je rappelle qu'on est presque au niveau de Noël, donc éventuellement une bonne idée de cadeau. Un cadeau pour Grégory Canalé. Si quelqu'un regarde cette émission, n'hésitez pas, ça peut être une bonne idée de cadeau. Place pour le bobsleigh. Bobsleigh, voilà, c'est ça. Le curling. Quel sport Oui, quel sport, Grégory? Ah bah oui, athlétisme, mais bon, c'est les places les plus chères. Athlétisme dans la piscine. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Pierre Chevalier, ce sera bientôt le mot de la fin. Dans les transports, dans la candidature de Paris, il y avait la gratuité des transports pour les porteurs de billets. Ça, a priori, on l'a oublié. Ah, voilà, c'est vrai. Ça sera le mot de la fin, Pierre Chevalier. On va finir. Attention, pas une citation de Tiger Woods au moins. C'est une citation de Pierre Chevalier. Alors attendez. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de la superstar du golf, Tiger Woods, qui est d'ailleurs revenu à la compétition la semaine dernière. Mes échecs m'ont fait me regarder d'une manière que je n'avais jamais voulu auparavant. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.